Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous entamons notre deuxième journée de ce colloque consacré aux questions de santé, environnement, travail pour des observatoires inclusifs. Alors, nous allons commencer notre journée avec une conférence plénière. Ce sera le principe des trois sessions que nous allons avoir, deux aujourd'hui et une demain matin. Cette première conférence plénière est donnée par quelqu'un, je pense que beaucoup de gens dans la salle, sinon toutes et tous connaissaient, qui est Francis Chateau-Renaud. Je vais le présenter en quelques mots, même si je pense encore une fois que peu de gens ont échappé aux travaux de Francis, notamment sur les questions de lanceurs d'alerte, avec les sombres précurseurs, qui est un ouvrage que notamment les plus jeunes devraient lire aujourd'hui. Donc Francis Chateau-Renaud est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, qui fait partie du campus dans lequel nous sommes. Et nous l'avons convié pour cette conférence plénière en raison de l'ensemble vraiment des travaux qu'il a pu mener sur les questions sanitaires, environnementales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que tu vas le faire, notamment par le suivi qu'il a apporté, mis en place, y compris avec des outils informatiques, pour essayer de voir quels sont les problèmes émergents, leur transformation dans le temps. Et l'un des intérêts de l'approche, c'est justement de ne pas simplement se consacrer à tel ou tel problème, mais d'aborder, ça va des nanos au nucléaire, aux perturbateurs endocriniens, et j'en passe. Et ce que j'espère dans ta conférence, Francis, c'est que tu fasses aussi un retour dans peut-être les interactions que tu as pu aussi avoir avec des agences de régulation, vu que tu as aussi beaucoup collaboré avec des agences de régulation. Donc, je te laisse la parole. Bien, merci. Tu as pratiquement tout dit, donc merci. Enchanté, bonjour à toutes et tous. C'est la première fois que je mets les pieds dans ce truc, alors que je suis censé être membre de ce campus. Donc, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas trop comment... Oh, ben oui, c'est là. Bon, ben voilà. Alors, je ne vais pas trop perdre de temps parce que je suis connu pour faire un nombre de slides absolument incroyable et aller trop vite. Mais vous inquiétez pas, je les laisserai. Et puis, de toute façon, il y a des choses que vous avez sûrement déjà vues. C'est un plaisir d'être là. Malheureusement, c'est une période un peu compliquée. Donc, c'est pour moi, participer à l'ensemble des journées, c'est difficile. Je vais essayer de rester jusqu'à la fin de matinée. Voilà, donc j'ai prévu un truc. Alors, j'ai 6 points. D'habitude, j'en ai 7, 8, 9. Donc, voilà. D'abord, je vais revenir justement sur ce qu'on avait appelé un observatoire socio-informatique des alertes et des controverses en santé-environnement, qu'on avait développé notamment avec l'ANSES. Entre 2006, les premières années de tests, qui étaient encore l'AFSET, d'ailleurs, c'était en cours de transformation, et jusqu'en 2014. Puis il y a eu des répliques, c'est comme pour les tremblements de terre. On leur manquait en fait. Ils nous ont réinvités à plein d'événements, notamment sur la prospective, sur des rencontres avec des chercheurs européens. Puis ensuite, il y a eu une autre réplique au niveau de l'Agence européenne de l'environnement que j'aime bien, que j'ai beaucoup fréquenté, qui m'a mis dans son conseil scientifique à un moment donné. On a fait des choses ensemble à Copenhague, c'était sympa, ça changeait un peu. Donc j'en parlerai rapidement. Il y a plein de choses en ligne, on trouve des choses. Donc voilà. Le point important pour moi, c'est quand même, c'était le titre, hein. Aujourd'hui, on est face à une multiplication des causes qui se traduit aussi par une fragmentation des arènes et des publics. C'est-à-dire que beaucoup de gens portent des causes et en fait, non, ça part dans beaucoup de sens. Ça devient très difficile, d'où effectivement l'enjeu de construire des choses qui sont ouvertes, qui peuvent suivre en même temps des processus apparemment parallèles, mais qui parfois se croisent, s'entrecroisent et produisent des effets de structuration. Donc je viendrai là-dessus, avec une dimension critique de plus en plus forte. C'est-à-dire une forme de radicalisation, on pourrait dire, même si j'aime pas trop le terme, qui fait qu'effectivement, les probabilités pour un responsable d'agence ou de ministère d'être entarté augmentent chaque jour. Voilà. Donc le point 3, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fédère tout ça. Alors il y a One Earth, j'en parlerai un peu, mais il y a surtout le changement climatique, évidemment, qui est devenu une cause qui va réunir énormément de processus.
Et on ne peut pas aujourd'hui penser les questions de santé, environnement, travail comme une espèce de collection de dossiers dissociés. Il y a bien quelque chose qui va les réunir et qui fait qu'on a des préoccupations qui surmontent au fond la diversité en même temps. Donc c'est une double, vous voyez, c'est un peu dialectique. Le point 4, c'est l'importance quand même du retour sur les catastrophes et les crises. Parce qu'on a le sentiment qu'on les accumule, qu'on les enchaîne, on est en pleine dedans, n'est-ce pas? Et qu'au fond, les leçons, on se demande si on a le temps de les tirer, et qui les tire, et pour faire quoi. Donc je reviendrai rapidement, là aussi, ce sera beaucoup d'illustrations, mais je pense que c'est aussi pour la discussion. Attention à ne pas oublier quand même les leçons qu'on est supposé tirer de choses. Alors il n'y a pas que Fukushima, parce que bon, évidemment, avec Soraya par exemple, on a beaucoup travaillé sur le nucléaire. Il y a énormément de choses qui se passent, et c'est intéressant de regarder. Par exemple, Lubrizol, c'est bien, mais revenons un peu sur AZF pour voir, tiens, qu'est-ce qui a été tiré d'AZF, par exemple, ou même Céveso, etc., etc. Donc il y a ces séries qui sont derrière nous, et qui en tire des leçons, et quel type d'apprentissage collectif. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, et ça, c'est vraiment la fonction d'un observatoire, de maintenir dans le temps long, je vais y revenir rapidement tout à l'heure, la mémoire. C'est ce que j'avais essayé de vendre à l'Agence européenne de l'environnement, qui ont dit c'est super, mais on n'a pas de sous. Bon, voilà. Alors, ensuite, il y a la partie théorique. Bon, je ne vais pas la déployer là. Elle est largement expliquée dans deux gros textes. Gros, parce que le bouquin, il fait 650 pages. On voulait faire 300, mais voilà. Avec Josquin Debat, il s'appelle Au bord de l'irréversible. Forcément visionnaire. Hein. Voilà, bon, c'est assez facile. On est toujours au bord de l'irréversible. Même Bruno Latour, on n'aurait pas dit le contraire. Et donc, une pragmatique de la complexité, c'est sérieux, c'est pas un mot d'ordre, hein, ça marche. C'est-à-dire qu'on a vraiment des concepts aujourd'hui adaptés à une pensée du complexe qui n'est pas celle d'Edgar Morin, hein, qui lui est toujours là d'ailleurs. Voilà. Et enfin, un point qui est là depuis longtemps, mais qui maintenant prend de plus en plus d'ampleur chez moi, c'est la question quand même des formes de pouvoir contemporaines et comment des acteurs quand même parviennent à tenir les autres encore aujourd'hui et à leur faire des choses largement inacceptable, qu'on découvre évidemment toujours avec un temps de retard, et ce que j'appelle au fond des relations, des systèmes d'emprise. On y viendra parce que c'est, je crois, important de passer par là. Alors, rapidement, vous trouverez en ligne le dernier rapport remis à l'ANSES en 2014, qui est un gros document, hein, où on fait la synthèse au fond de ce qu'on a appris, de ce qu'on a fait, des discussions qu'on a eues. Alors c'était effectivement un travail collaboratif, hein. Il y avait un séminaire quasiment tous les 2 mois à l'intérieur de l'ANSES avec les membres qui voulaient bien venir. C'était Benoît Vergriette qui animait cette relation sciences sociales et agence. On a pendant 8 ans, hein, donc, bon, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, mais on a eu comme ça des échanges continuels, alors avec une dimension très coopérative sur certains aspects et très conflictuelle sur d'autres. On était dans les 2 régimes en même temps, mais c'était très bien. Et ça, c'est un message que j'envoie, comme ça, un peu pas subliminal du tout. Il faut que les agences s'ouvrent à l'esprit critique, c'est-à-dire que la controverse, même intense, c'est bien. Surtout la loi du silence. Je travaille beaucoup avec Deborah Pucciodien, qui est une des grandes spécialistes de la mafia sicilienne. Vous savez qu'à force de travailler sur la mafia sicilienne, elle a développé ce qu'elle appelle une anthropologie du silence. Il n'y a rien de pire que le silence dans les institutions. Enfin, moi, je dis ça. Bon, enfin, lisez ce rapport, qui est une partie des briques qui a servi au bouquin Au bord de l'irréversible. J'y reviendrai peut-être. Alors, la partie socio-informatique. Alors, ça, c'est tout un univers. Je ne rentre pas dedans. On a fait un énorme boulot de développement des logiciels qui existaient déjà, notamment le logiciel Prospero. Et Marlowe, qui est une intelligence artificielle vieille école, donc symbolique, donc complètement déclassée aujourd'hui par les nouveaux algorithmes, mais justement, on s'en fout. Nous, on défend l'idée qu'il faut quand même des concepts pour avancer, et pas que des réseaux de neurones profonds. Et on a pas mal développé d'outils. Et là, récemment, Marlowe, dans sa chronique, puisque Marlowe fait une chronique tous les jours, hein, que vous lisez, j'espère, hein, tous les soirs, vers minuit, il fait sa chronique. Et c'est largement issu de la coopération avec l'ANSES, où on avait monté une chronique santé-environnement, où toutes les semaines, il faisait un point sur ce qui était lisible dans des séries diverses. Et il fait un point, une espèce de tableau général des sources d'alerte et de controverses qu'il trouve. Et c'est assez intéressant. Bon, le nucléaire arrive en tête, le terrorisme aussi. Mais on trouve on voit que les choses montent et qu'il y a pas mal de sujets qui les intéressent. Donc il a une espèce de base de données qui est d'ailleurs exploitable, on pourrait en discuter. Et il y a des partenariats, notamment avec l'Institut des sciences de la complexité de David Chavalarias, où on est en train de monter des choses. Alors c'est lent, hein, on est des chercheurs, mais voilà, il y a plein de choses qui se font aussi sur ce plan-là du numérique. C'est assez difficile aujourd'hui de penser des observatoires de ces objets complexes, multiformes, multiscalaires, sans outiller évidemment. Voilà. Donc je passe sur les détails techniques.
Un des points qu'on avait particulièrement travaillé, et avec Soraya en particulier, et d'autres, c'est la question des faibles doses et des perturbateurs endocriniens qu'on avait vu surgir. C'est vrai que l'ANSES, au début, était un petit peu en retrait par rapport à ça, anticipant d'une certaine manière que ça allait obliger à revoir, réviser, rediscuter les protocoles d'évaluation des risques. Et on a beaucoup travaillé sur cette littérature. Il y a eu pas mal de publications. Et surtout, on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs se fédéraient autour de ces questions-là. Il y a eu des moments, alors bon, ça commence à dater un peu, hein, ça c'est autour de 2010, on va dire, à 2015-16, que sont passés l'essentiel des épreuves, mais il y a eu énormément d'investissements sur ces questions-là. Et donc un observatoire, pour moi, c'est quelque chose qui est capable de suivre dans la durée les transformations que produisent les surgissements d'alertes, d'événements, d'acteurs, de régulation, de conflits, etc. Et voir comment ça produit ou pas des déplacements. Et ce que certains appellent, vous voyez là, on est en 2021 quand même, hein, c'est Santé publique France là. Donc les acteurs rentrent dans le dossier les uns après les autres, qu'est-ce qu'ils reprennent, qu'est-ce qu'ils transforment, quelle littérature ils digèrent, etc. Et ça donne quand même pour la sociologie de la santé, la sociologie des sciences, la sociologie des controverses, des lignes de réflexion assez intéressantes, puisqu'on voit qu'il y a au fond pas mal de choses qui bougent, avec le retour de l'épigénétique par exemple dans les discussions, la question évidemment des cocktails, la remise en question des modèles classiques de doses par rapport aux courbes qui étaient analysées, etc. Pour les réglementations, les modèles expérimentaux, la question de l'animal, les relations entre preuves épidémiologiques et preuves toxicologiques. En fait, tous ces aspects-là, en fait, ont nourri des travaux. Vous trouverez donc deux publications qui commencent, les années passent. Hein. Donc un article qu'on avait fait avec un des membres de l'ANSES, qui était Mathieu Fins, qui s'est un peu évaporé après, bon, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais qui avait beaucoup travaillé sur cette question-là. Donc on avait publié ça dans Nature Sciences Société, qui est une très bonne revue pour travailler justement dans les champs interdisciplinaires, en particulier autour de l'environnement. Et puis un volume spécial de Sciences sociales et santé, dirigé par Nathalie Jass et Godillère, Jean-Paul, merci, j'avais Jean-Claude en tête, c'est pourquoi, le pauvre, qui ont fait un travail de remise en histoire de tout ça. Alors j'en viens, l'ANSES nous a au fond été une porte d'entrée pour aller discuter avec des experts européens via l'Agence européenne pour l'environnement, European Environment Agency. Alors, pendant très longtemps, c'était un peu les good guys qui étaient là pour donner les belles idées d'une régulation idéale, etc., etc. Et ils ont produit ces deux rapports, qui sont plus que des rapports, d'ailleurs, c'est des véritables sommes sur donc Late Lessons from Early Warnings. Donc, vous voyez tout de suite comment on retrouve quand même une relation de cousinage avec les alertes et les lanceurs d'alerte, évidemment. Et donc, ce travail-là a été vraiment fondamental, en fédérant plein d'acteurs, en faisant surgir des questions. Mais disons que la Commission européenne a trouvé que c'était parfois un peu trop, militant, on va dire. Hein. Donc, il y a eu un peu une reprise en main, avec justement l'idée de revenir à produire des données, faire des états, etc., évaluer un peu l'évolution en Europe des différents partenaires sur ces questions d'environnement, etc. Mais c'est un lieu qui est, curieusement, il se plaignait de peu de présence des Français. Alors je sais qu'il y a Laura Maxime qui doit être par là-haut qui va venir, par exemple, qui elle a beaucoup fréquenté. Un certain nombre de gens y sont allés, mais ce n'était pas massif. Et c'est vrai que là, il y a eu une espèce de trou structural. C'est dommage, il y a peut-être quelque chose à rebrancher, il faut voir. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu des très bonnes expériences et produit pas mal de choses, notamment... Je leur avais présenté devant leur conseil scientifique le bilan du travail avec l'ANSES. Qu'on avait, donc au fond, qu'est-ce qu'on en sort comme leçon? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais en gros, l'enjeu, c'est de dire il faut suivre dans la durée une diversité de fils, pas rester enfermé sur un type de dossier parce qu'il serait plus important que les autres, etc. Donc laisser ouvert sur les bords, très important, les fameux signaux faibles dont certains parlent, dans la durée pour avoir justement une mémoire qui se constitue et organiser la discussion régulièrement avec toutes sortes d'acteurs, que ce soit des experts, des scientifiques, des régulateurs ou des acteurs dits de la société civile, simples citoyens jusqu'à des collectifs, de façon à leur voir comment ils interprètent les choses. Et alors, c'est là, bon, je vais pas entrer dans les détails, vous trouverez tout ça, je laisserai les slides, vous pouvez les relire.
Il y a énormément de choses qui ont rétroagi, évidemment, sur cette expérience. Il ne s'agit pas simplement de faire de la sociologie appliquée, de dire, voyez, on est utile, nous, les sciences sociales, la société, etc. Ça a produit un effet rebond sur la sociologie elle-même. C'est ça qui est intéressant. Et là, ça nous a fait réfléchir à un certain nombre de concepts, de méthodes, de catégories. Et au fond, ça m'a confirmé dans la voie pragmatiste de la sociologie, je dois dire, que je partage aujourd'hui avec un certain nombre de collègues, notamment Daniel Sefai, Antoine Aignon, Mathias Girel, enfin des gens que vous connaissez, et où on a quand même travaillé à reformuler un certain nombre de choses. Donc là, c'était un des sous-produits de ce travail, qui était la fameuse balistique sociologique, qui a beaucoup circulé dans des secteurs comme lui-même inattendus, dans le sport par exemple, sociologie du sport, enfin des trucs comme ça. Les gens s'en sont emparés et se sont mis à penser leurs objets en termes de balistique sociologique. Donc il y a eu des effets intéressants. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut voir. Il faut le voir que dans un sens, c'est-à-dire qu'on applique les sciences sociales à des acteurs intéressés pour mieux comprendre leurs objets, surtout quand il y a des controverses, mais aussi évidemment retour vers la sociologie fondamentale ou les sciences sociales en général. Et ça a plutôt marché, donc c'était plutôt une réussite. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Bon, je viendrai tout à l'heure. Forcément, Shakespeare, quoi. C'est-à-dire que acte 1, tout se passe bien, acte 2, ça commence à grincer, acte 3, il y a du sang et des larmes, quoi. Non, voilà, c'est compliqué cette affaire-là. Donc je vais faire un détour quand même. Les alertes n'arrêtaient pas d'arriver quelque part sur les écrans de pilotage, de monitoring de l'ANSES. Et nous, ce qu'on voyait de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y avait quand même dire, bon, ils ne vont pas nous casser les pieds avec ça, ça on l'a déjà traité, ça c'est pas intéressant, etc., etc. On n'a pas les moyens, etc. Ça relève plutôt de Santé publique France. Non, ça c'est pas à nous, il faut voir avec l'Académie de médecine, etc. Donc en fait, une espèce de tension, on va dire, bureaucratique, qui fait que plus on charge une agence de la pluralité des objets à traiter, des alertes et des conflits, évidemment, et plus elle va avoir des problèmes interne de régulation de sa capacité de réponse, d'expertise. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces trucs-là, mais là, ça continue à tomber. C'est-à-dire que, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé des robots, évidemment, pour nous aider à suivre les flux, et moi, je continue à les recevoir encore aujourd'hui. Donc, on est quoi, en 2022? On a arrêté en 2016, en gros. Les robots continuent, ce qui fait que c'était du bon code informatique, quand même, vous avez remarqué, parce que, quand même, bon, voilà. En général, ça bug. Et donc, je reçois encore tous les titres, les textes, les machins, etc. J'avoue que j'y passe moins de temps. Et il y a un autre processus qui m'a fait aussi changer de point de vue sur ce qu'on était en train de faire. Pendant ce temps, le concept créé par notre propre sociologie en 1996-99, entre en gros les premiers colloques de Claude Gilbert sur la sociologie du risque et la publication des Sombres précurseurs, le bouquin qui pose les lanceurs d'alerte un peu comme concept, tout ça s'est transformé. Les acteurs sont rentrés dans l'arène, comme on dit, ont modifié le concept, et il y a eu 3 lois. On est quand même champion chez nous. 3 lois en France sur les lanceurs d'alerte. 2013, loi dite Blandin, à laquelle j'ai participé. J'avais participé à des groupes de travail, j'avais été auditionné, je suis même cité. J'avais envoyé à ma maman la vidéo où mon nom est cité à l'Assemblée nationale. Bon, depuis, elle a développé Alzheimer, donc je ne me rappelle plus. Mais ça a été quand même touchant en 2013. Et puis boum, affaire Snowden, Mediator, l'affaire Cahuzac, 2016, nouvelle loi dite Sapin 2. Donc, en fait, ce qui compte, c'est la corruption et la dénonciation de la délinquance économique. Le lanceur d'alerte environnementale, sanitaire, c'est sympa, mais c'est pas. Donc, on reformule tout. Et quand vous regardez le passage de la loi Blandin à la loi Marie Blandin, que je fréquente toujours, qui est toujours en colère contre la manière dont sa loi a été détricotée, etc. C'est quand même la première loi qui s'appelait loi pour l'indépendance de l'expertise et la protection des lanceurs d'alerte, qui associait, ça c'était une grande idée entre autres d'André Cicollet là en fait, qui associait expertise et alerte. Évidemment, la loi Sapin expose tout ça et permet simplement aux dénonciateurs qui ont accès à des documents secrets qui permettent de faire tomber un concurrent particulier d'ailleurs, de le dénoncer au fisc. Quand on lit la loi Sapin 2, c'est ça. Donc là, on a beaucoup souffert. Même vous en parlez avec Irène Frachon, par exemple, la loi Sapin 2 l'empêchait de faire ce qu'elle faisait. Elle n'était pas dans le truc. Et en plus, arrivent d'autres choses comme le secret des affaires, enfin des trucs incroyables qui vont verrouiller un petit peu les accès aux informations. Et donc, heureusement, les députés européens en 2019, notamment de la gauche, on va dire démocrate, social-démocrate, décident de corriger un peu le tir in extremis avant les élections européennes et font une directive et obtiennent en fait de la Commission que cette directive passe sur la protection des personnes dénonçant des violations des droits de l'Union.
j'étais très content de cette redéfinition de mon concept, en fait. Des personnes dénonçant des violations des droits de l'Union. Je n'avais pas pensé que lanceur d'alerte, ça voulait dire ça. En fait. Donc en fait, on est tout à fait sur d'autres sphères, vous voyez. Mais chaque pays va devoir transposer, comme toujours avec les directives, et finalement, Sylvain Wasserman, député MoDem de la première majorité présidentielle, donc plutôt gars sympa, quoi, on va dire du centre, du vrai centre, pas de l'extrême centre. Et donc, il dit non, on va faire un vrai truc démocratique, il faut vraiment que les gens se sentent en sécurité. Donc, il va donner beaucoup plus de pouvoir aux défenseurs des droits, par exemple, donc à la défenseur des droits aujourd'hui. Jacques Toubon a beaucoup joué aussi dans ce jeu-là. On va envoyer les alertes, les gens pourront s'adresser directement. C'est fini cette histoire d'il faut d'abord en parler à son chef. Parce que ça, c'était quand même problématique. Hein. Vous imaginez, vous êtes chez Lactalis, pardon. Je rêve d'être attaqué en diffamation, j'y arrive pas. Non, mais c'est quand même la seule manière qu'on a de vendre des livres en sciences sociales, en fait. Vous en parlez à votre chef, il va vous dire ouais, bon, attends, on s'en occupe, t'inquiète pas, prends des vacances, tout va bien. L'autre qui dit t'as vu, il y a une corrosion sur le tuyau là, du 1300 MW. Il dit bon, allez, c'est bon, tu vas te calmer, toi, on va te mettre sur un autre truc. Non, c'est vrai que la voie hiérarchique, c'est pas la meilleure façon de donner vie aux alertes. Hein. On le sait, tout le monde l'a vécu plus ou moins, bon voilà. Et donc là, l'idée, c'est que la loi Wasserman, appliquant la transposition donc, de la directive européenne, dit aux gens, vous pouvez vous adresser directement, si évidemment c'est fondé. Alors ça reste un peu ambigu, hein, parce qu'on ne demande pas aux gens d'amener des preuves, mais enfin quand même, il faut qu'ils soient de bonne foi. Donc ça, on s'est beaucoup battu, hein. J'ai été auditionné au Sénat, qu'est-ce que c'est la bonne foi? Enfin, on s'en fout, la bonne foi, on verra après, quoi. Il y a une alerte, vous la traitez, vous regardez après si les gens sont de bonne foi ou pas. Comment vous décidez si je suis de bonne foi, par exemple, là, ici? Bon, si, je suis de bonne foi, c'est les amis qui m'invitent, bon, voilà. Mais c'est pas sérieux de mettre ça dans la loi, la bonne foi. Imaginez, alors les jurys s'arrachent les cheveux. Enfin voilà, il y a plein de défauts. Et donc, vous verrez que je finirai là-dessus. Il faut continuer le combat, c'est pas gagné. Cette loi a été votée en mars 2022, un peu au pas de charge à la fin, et les décrets d'application sont tombés. Je vais passer là-dessus. Entre-temps, les alertes continuent. Et ce qui est intéressant, ça c'est pour Soraya, c'est que pour la première fois, un cadre d'une centrale nucléaire se met dans cette position de lanceur d'alerte et il explique que les agences à qui il a envoyé son signal ne l'ont pas du tout protégé. Notamment, je suis plutôt du genre d'ailleurs à défendre l'autorité de sûreté nucléaire comme un acteur important, mais là, pour le coup, et donc là, c'est toute une affaire qui continue sa course, etc. Alors, vous voyez, on pourrait passer 2 heures là-dessus, hein. Attention, si vous faites vraiment des observatoires de santé environnement de travail, vous allez souffrir parce que c'est du lourd. Hein. On traîne de ces machins. Alors, première conséquence, c'est que tous les autres qui sont dans les arènes publiques, ils n'ont pas le temps, donc ils vous résument ça et vous arrachez les cheveux tout le temps. Hein. Je parle de la moitié des journalistes, voire les 3/4. Il faut faire, ouais, on n'a pas de place, il faut faire simple, etc. Et les collègues dans les sciences sociales, ils disent oh là là, c'est vachement technique, donc c'est encore de la sociologie. Parce qu'il y a trop de choses, quoi. Il faudrait bien quand même qu'il y ait un petit commentaire de Durkheim ou Weber quelque part dans un coin, de Bourdieu ou Giddens, mais voilà. Et donc, non, il faut entrer dedans. Là, par exemple, on a regardé l'autre jour avec un collègue la liste des autorités qui peuvent recevoir directement une alerte. Donc, si vous avez un problème au travail, de relation de travail, vous vous adressez librement donc, à la direction générale du travail. Des relations de travail du ministère, quoi. C'est du bon sens, finalement. Qui est parfaitement indépendante, qui va être objectivement intéressée par votre alerte et qui va vous protéger. Bon, il y a plein de trucs comme ça. L'ANSES en prend plein, hein. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà. C'est normal, puisqu'ils sont santé, environnement et travail. Alors pourquoi ils n'ont pas d'ailleurs les alertes sur le travail? Non, parce que c'est santé-travail. Tout ça est fait très vite, à l'image d'un gouvernement qui va très vite. Et donc, vous savez que le défenseur des droits apprend beaucoup de choses et n'arrête pas de dire, j'ai eu un débat avec elle d'ailleurs grâce aux associations, hein, notamment la Maison des lanceurs d'alerte, qui est une association, etc. Elle dit, je ne vais pas y arriver. Parce que les dossiers de discrimination et de machin, ça demande des moyens, quoi, etc. Donc on a un peu augmenté les moyens, mais là, à l'évidence, ça va déborder. Donc au fond, tous ces dispositifs vont à nouveau exploser. Et on va avoir à nouveau des conflits et des controverses sans fin. Et donc, faire des lois, les multiplier pour finalement faire en sorte que les acteurs se retrouvent soit seuls, soit écrasés, soit obligés de radicaliser leur mobilisation, évidemment, ce n'est pas très efficace. Mais ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'il y avait, grâce à Blandin, la loi de 2013 avait survécu à travers la création d'une commission nationale
des alertes et de la déontologie de l'expertise dans la santé publique environnementale. Personne n'arrivait à dire CNDASP. Bon. La CNDASP, qui a fait parler d'elle, je vais y revenir, etc. Bon. La CNDASP n'est pas dans la liste. Alors, j'ai pas la réponse. Si quelqu'un est là dans la salle, je suis preneur. Est-ce que c'est un enterrement, en fait? Est-ce qu'elle a été, du coup, annulée? Il faut demander à Denis Mirou, qui a été président de cette commission. C'était normalement elle qui devait recevoir les alertes en santé et environnement. Et elle n'est pas dans la liste des récipiendaires des alertes. Surprise. Alors, il y a un début de levée de bouclier de quelques ONG. Mais vous voyez, ça demande une technicité, une présence dans le processus. Enfin, tout ça, c'est quand même une manière de gouverner. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans les OGM, mais c'est vrai que je me rappelle avoir imposé à la direction de l'ANSES que dans notre observatoire, on suive la querelle des OGM. Au début, ils disaient « non, mais ça, c'est un truc, c'est un conflit d'agriculture, ça n'a rien à voir avec la santé. » Bon, c'est un argument qui se tient d'ailleurs, plusieurs acteurs le disent, c'est un problème de modèle agricole et éventuellement de biodiversité. Ah, ben, la biodiversité, ça a à voir avec la santé, bon, etc. Enfin, c'était les discussions, on a fini par l'imposer. C'est vrai qu'on a pu continuer un travail qu'on avait commencé avec une ANR, une agence nationale de recherche, pilotée par l'INRA. On ne s'était pas fait que des amis, mais on avait vraiment fait le travail de redéployer l'histoire de la controverse OGM en Europe et en France. Et vous voyez que là aussi, c'est un profil qui est assez tordu. Et heureusement qu'on avait des logiciels. Hein. Là, il y a quelque chose comme 12 000 documents derrière. Et qu'est-ce qui se passe en 2014-15, au moment où on va quitter l'ANSES, arrivent ces fameuses histoires de CRISPR-Cas9. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez que pour des sociologues, on fait un effort quand même d'aller dans les mondes. Voilà. Donc, effectivement, mutagenèse dirigée, pour le dire vite. Et les industriels disent « Ah, ce n'est pas des OGM, parce que la nature l'a toujours fait, vous savez, on aide simplement des plantes à s'adapter. » Pas mal, quand même. Et là, les anti-OGM disent « Non, non, prenez pas pour des bourrins, etc. » Et il y a un gars au Haut Conseil des biotechnologies, lui aussi entité dont l'histoire, je ne sais plus, bon, il est mort, là, non, je pense. Un truc qui a été bien saboté. Les responsabilités étaient partagées. Hein. Je pense que la Confédération paysanne et la FNSEA se sont bien arrangés pour le flinguer, pour des raisons différentes. N'empêche qu'il y a un gars qui s'appelle Berthaud, qui était au muséum, hein, qui dit on ne peut pas faire des expertises comme ça sur la question des risques associés à la mutagenèse dirigée et aux nouvelles techniques de plant breeding techniques, new plant breeding techniques. C'était devenu les NPBT. Voilà, il fallait suivre. Hein. Si vous n'avez pas suivi, vous êtes foutu dans ce genre de truc. Et là, départ d'alerte, crise au HCB, Christine Noiville d'ailleurs est en plein la figure, etc. Et on se retrouve avec une nouvelle séquence du dossier OGM. Et là, les gars de l'ANSES disent « Ah, vous avez été visionnaire, oui, vous avez bien fait de continuer à suivre, etc. » Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là si on n'avait pas évidemment toute l'histoire précédente. On est d'accord. Donc c'est ça l'enjeu des observatoires. C'est de pouvoir ramener chaque nouvelle séquence, chaque nouvel événement à la série complète de ce qui précède. Bon, je vous passe dessus parce que ça a eu des conséquences sur plein d'acteurs, y compris sur la Cour européenne de justice qui a déclaré, après avoir examiné le dossier porté par les anti-OGM français, parce que le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture dit « nous, on n'est pas compétents, etc. », que les nouvelles techniques sont bien des OGM et donc doivent appliquer la directive 2001 et donc procéder par déclaration, etc. Résultat, normalement, plein de champs devraient être actuellement arrachés pour leur illégalité. Vous voyez le genre d'effet de rebond de ce genre de choses. Donc, bon, là, je voulais juste vous montrer que, parce qu'on dit toujours, ouais, vous travaillez sur des controverses, c'est un peu... je ne sais pas où je vais, là. Ah oui, en fait, j'avance. Bon, c'est pas grave, il faut que je revienne en arrière. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas encore pigé la magie. C'est qu'on nous dit toujours travailler sur des controverses, et blabla, etc. Il y a la réalité. Ben, la réalité, c'est une division du travail mondial sur les OGM. Je le signale comme ça. La réalité, c'est que dans mon Périgord chéri, il n'y a pas d'OGM, mais il y a surtout beaucoup de bio. Et il y a beaucoup de semences paysannes. Et là, on est dans le champ d'un monsieur qui a été très important, Bertrand Lassaigne, fauché par une bagnole en février 2022, cette année. Une grosse perte, un trou. Il n'y a que la FDSEA qui n'a pas envoyé de message. À sa mort, c'était un personnage qui a joué un rôle majeur dans l'introduction du bio et des semences paysannes en France. Donc on a des choses qui se passent à plusieurs échelles
Et la première chose qui nous a un peu fâchés avec l'ANSES, entre guillemets, fâchés, non, c'est gros, j'exagère, c'est que nous, on avait des expériences de terrain. On allait voir des acteurs dans des localités, notamment en Gironde, mais aussi en Angleterre, dans le Nord, un peu partout, en périphérique, notamment Porte de Bagnolet. On a beaucoup pratiqué la Porte de Bagnolet avec Josquin de Base. On aurait dû mettre des masques, d'ailleurs. Des masques, je veux dire, oxygène. Hein. Et à chaque fois, c'était, ouais, bon, les anecdotes. Non, les agences ne peuvent pas continuer à raisonner sur des espaces de calcul nationaux ou internationaux sans comprendre ce qui se passe au CHU. Alors je sais que ça change, puisque demain vous allez avoir un exposé de Barbara Allen, donc il se passe bien des choses. Mais il faut que vraiment revoir la manière de traiter les allers-retours entre le terrain et la régulation. Parce que sinon, là, on a des malentendus et des tensions. Alors, un exemple qui fait que, bon, vous voyez, DASP, il l'appelle DASP, la Commission nationale DASP. Sa première apparition publique dans les séries, on va dire, médiatico-politiques, c'est à propos des fameux fongicides sur lesquels l'ami des agences publiques, Fabrice Nicolino, on peut dire son nom quand même ici, bon, criblé de balles quand même à un moment donné en 2015, ça c'est un détail. Bon, c'est vrai qu'il est pas tendre du tout, notamment avec l'ANSES dans ce livre, qui est un livre à charge. On pourrait dire pamphlétaire, mais il a quand même mené l'enquête et il s'est appuyé sur des acteurs, notamment des chercheurs, qui ont porté cette alerte sur les fongicides, les fameux SDHI, inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Vous dites ça dans un séminaire de sociologie, vous videz la salle assez vite, à nouveau. Bon, donc il faut y aller doucement, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, effectivement, l'alerte ne circule pas, elle est bloquée, et la CNDAS, pour une fois, prend une décision en demandant à l'ANSES quand même de la regarder. L'ANSES dit, mais on l'a déjà regardée. Donc en fait, on est dans des circulations en boucle, et ça, c'est un vrai souci. Pourquoi? S'il y avait eu, ce qui était la demande de ces collègues-là, aussi d'ailleurs Marie Blandin et d'autres acteurs, Marie-Angèle Hermite en particulier, et moi-même, en 2008, une haute autorité de l'expertise qui, dans ce genre de cas, crée littéralement des commissions ad hoc pour libérer les acteurs du poids de leur position dans la controverse, pour redéplacer en fait le sujet. Ce genre de problème ne se poserait pas comme ça. Et donc là, la question, c'est comment ça évolue aujourd'hui. Donc l'ANSES, évidemment, a dû s'en saisir, puisqu'elle avait une espèce de petite punition de la part de la commission machin. Enfin, tout ça, ça fait rigoler tout le monde, parce que la commission, elle est logée au ministère de l'Environnement. Et donc, en fait, à chaque fois, il demandait presque l'autorisation du bureau au-dessus, pour dire on peut le sortir. Donc, il y a vraiment un problème de gouvernance. Alors, je sais que des nouveaux collègues vont entrer dans l'ANSES et vont transformer tout ça. Je suis optimiste. Non, mais franchement, il y a du boulot, parce que c'est pas normal qu'en 2019, 2018, 2020, on ait encore des phénomènes comme ça, hein, alors qu'on sait très bien que 10, 15, 20 ans après, on mesure les dégâts, la question des pesticides. Alors là, c'est plutôt Santé publique France qui est visée, mais pas que. Bon, c'est un long entretien, j'ai coupé au maximum, mais ça rentrait dans le slide, donc je l'ai laissé. Quelqu'un que vous connaissez, mais je ne veux pas citer son nom, c'est pas la peine, épidémiologiste de terrain, qui a travaillé sur un cluster, qui a beaucoup fait parler de lui, le cluster. Elle a eu vraiment des vrais problèmes pour arriver à enclencher un processus de discussion et de prise au sérieux. Et elle a toute une théorie qu'elle a développée, qui est assez intéressante. Quand on s'intéresse aux acteurs de terrain, il faut prendre au sérieux la manière dont ils interprètent les choses. Et elle dit au fond, la régulation, notamment Santé publique France, mais pas que, c'est la maladie infectieuse. Et donc tout ce qui est environnemental, ça pose problème. Ça crée des controverses à n'en plus finir en épidémiologie et en toxicologie. On retrouve d'ailleurs ce qu'on avait largement sur les perturbateurs endocriniens. Et résultat, chaque fois qu'il y a un cluster, dit no way, il n'y a pas de facteur commun, circulaire, il n'y a rien à voir. Et vous avez reconnu l'affaire des agénésies infantiles des membres supérieurs. Évidemment, les journalistes ont dit on ne peut pas mettre ça en titre, c'est pas possible. Alors il y a un mec qui a dit vous allez mettre bébé sans bras. Et un bébé sans bras, là, ça s'est mis un petit peu à circuler. Donc, ouais, c'est des choses assez graves. Et donc là, moi, je continue quand même. Alors, je ne fais plus vraiment un travail direct sur les champs santé-environnement, mais étant devenu quasiment un porte-parole des lanceurs d'alerte, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. C'est que je finirai là-dessus tout à l'heure. Ils viennent me voir, ils m'envoient des trucs, donc je suis bien obligé de leur répondre. Et donc du coup, je fais des entretiens. Voilà. Donc si vous voulez me consulter, j'ai plein de dossiers, plein de trucs. Moi, je vous les repasse volontiers.
Voilà. Bon, ça c'était pour montrer qu'il y a un travail qui se fait quand même pour essayer de fédérer tout ça, l'organiser au niveau macro. Donc ces fameux santé-environnement, ça devient aussi une santé globale, avec tous les enjeux des définitions à la fois, lutte définitionnelle certes, mais aussi de qu'est-ce qu'on met là-dedans et qui est pertinent pour en parler. Comment les associations, par exemple, s'organisent pour travailler ensemble, au lieu de se tirer dans les pattes, comme on l'a souvent fait sur ces sujets-là, etc. Vous voyez, j'ai fait que 2 points. Quelle heure il est là? Parce que je me connais. Hein? Et je dois arrêter à quelle heure? Ah ouais, bon, ça va, 20 minutes, c'est le temps d'un colloque, donc c'est bon. Oui, oui. Bon, j'accélère. Non, mais bon, sur le climat, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je voulais juste quand même passer par là parce que c'est vraiment central. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus attaquer les questions d'environnement comme on le faisait tranquillement, on va dire, il y a 15-20 ans, où on avait nos petits sujets, dioxine, machin, etc. Et puis finalement, là, aujourd'hui, les choses sont reconfigurées par cette urgence climatique qui vient effectivement redéfinir à la fois les concepts, parce que bon, on n'est plus dans le développement durable, je pense que vous avez remarqué, hein, il faut arrêter d'employer cette formule, quand même, c'est un peu ringard. On n'est même plus dans l'anthropocène, on est dans la collapsologie. Donc voilà, ça va vite. Et maintenant, même dans l'éco-anxiété. Bon, enfin bref. Donc il y a des transformations, il y a une littérature considérable qui voilà, évidemment, il y a de très bons livres là-dedans, ils sont tous très bons, mais enfin le meilleur, vous l'avez trouvé. Voilà. C'est Humanité environnementale, enquête et contre-enquête. Ouvrage collectif dirigé par Wolf Feuerhahn, Élise de Meulenard et Guillaume Blanc, qui fait le point justement sur comment les sciences sociales se sont saisies de ces questions d'environnement, et je vous invite à le lire parce qu'il a eu un peu trop technique, voilà, un peu trop sérieux finalement, pas assez flashy, et il a eu un destin un peu, voilà. Bon, sur le climat, je ne vais pas vous refaire le topo, mais là c'est pareil. On a un exemple historique d'une alerte qui traîne depuis des décennies, qui patine, et d'une certaine manière, on ne devrait plus être dans l'alerte. Enfin, ça va, quoi. Une alerte, normalement, ça ouvre sur un autre régime d'action. Eh bien, il faut relancer, et puis au bout d'un moment, comme ça ne prend pas, finalement, ça ouvre des perspectives, alors catastrophistes. Même Dupuis, d'ailleurs, s'arrache les cheveux, puisqu'il trouve que la version qui est donnée du catastrophiste, c'est pas du tout celle qu'il avait développée dans son fameux petit opuscule. C'est quelqu'un avec qui il faut discuter depuis. Pas toujours facile, mais c'est important. Et vous avez se multiplier donc les versions collapso et les versions alors, plus ou moins élaborées, plus ou moins technicisées. Et un jour, j'ai foutu la pagaille dans un colloque en sortant un exemple que je venais de prendre dans le métro. Là, je crois que c'est la Porte des Lilas, je ne sais plus. Et vous aviez la pub là pour le dernier bouquin de Servigne. Et juste en dessous, vous aviez un truc qui était attaché avec des bouts de ferraille, de machin, là. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Et qui menaçait de s'effondrer. Et j'ai dit, tant que vous aurez des grands discours sur l'effondrement global, mais que vous ne regarderez pas les petits effondrements, on n'y arrivera pas. Et donc c'est à nouveau cette relation entre les choses les plus micro et les choses les plus macro. Et pour moi, l'observatoire, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on essayait de leur dire, attention à bien travailler la relation entre les échelles. Oui, je sais, il faut que j'aille plus vite. Ça rien me stresse à fond, là. Bon, le pire n'est pas certain, ça c'est le bouquin des Larère, avec lequel je suis qu'à moitié pas d'accord, mais bon, enfin, c'est pas grave. Pour dire, attends, les collapsos, ça commence à bien faire, ça va, voilà. Lisez-le parce qu'il est intéressant. Bon. Donc vous voyez que le climat, ça a pris des dimensions considérables. On a même aussi des traductions aujourd'hui dans différentes arènes. On a la fameuse convention citoyenne sur le climat, qui est une révolution alors uniquement pour le GIS démocratie et participation, parce que là, les autres disent, ouais, bof, voilà. Moi, je suis membre du conseil scientifique, donc du GIS, donc je peux le dire. Franchement, à part un bel exercice pour Blondieu et compagnie, on se pose des questions sur la suite. Et donc la suite, ben, elle est là, quoi. Alors c'est rien encore, ça, c'est à mon avis, c'est vraiment, c'est cool, hein, je veux dire. Là, il y en a eu 3 déjà, coup sur coup. Bon, il y avait eu les portraits de Macron. On voit bien qu'il y a une radicalisation. Là, c'était pas, vous voyez, un abus. J'arrive au point 4, 1 minute là-dessus. Les catastrophes, ça nous apprend des choses. C'est fait pour ça, d'une certaine manière. La catastrophe est un lieu de savoir, on pourrait dire. On découvre, par exemple, vous voyez, on découvre qu'il y a des plateformes pétrolières dont on le savait dans le golfe du Mexique, mais là, il y a un gars qui dit, non, de Dieu, je l'avais dit, on le savait, il y avait des précédents, etc. Est-ce que ça va continuer? C'est la première question. C'est pragmatique comme question. Ben oui, il y en a eu d'autres depuis. Donc, il y a toutes des leçons qu'on peut tirer des catastrophes.
Là, la sociologie n'est pas toute seule. Il y a beaucoup d'anthropologues qui travaillent sur la catastrophe. Je pense à Sandrine Revet, mais il y en a plein d'autres. En Sciences Po, les juristes. Il y a beaucoup de choses à tirer de ça. Et un observatoire santé, environnement, etc., doit aussi essayer de voir quelles leçons sont tirées. Alors, je vais vite là, parce que sur le nucléaire, comme il y a Soraya, je vais dire des conneries, donc je vais passer vite. Non, mais on va construire des EPR. Magnifique. En France, mais aussi en Angleterre. Donc on est allé voir avec Josquin, on est allé voir à Sizewell. À Sizewell, il y a Sizewell A, Sizewell B, et ils vont faire Sizewell C. Et on a été prendre le thé, parce qu'en Angleterre, la différence avec la France, c'est que vous pouvez prendre le thé, moi je prends du café, mais à côté des réacteurs. Pas de problème, c'est ouvert, open. On est promeneurs, on a même fait des interviews avec des gens qui promenaient leurs chiens, des pêcheurs. Ça, c'est vraiment la version anglaise, ils sont en pleine... Et en fait, on a interviewé un gars qui, lui, est complètement s'arrache les cheveux. Il travaille sur l'érosion et les problèmes d'inondation. Et il dit, mais ils ne vont pas faire un troisième réacteur là. Vous avez vu? Il nous montre comment la roche, tous les ans, perd entre 20, 30, 40, 50 cm, tranquille. Enfin, Château-Renaud, faites confiance aux ingénieurs. Ça, je vous rappelle, c'était la tour avant. La tour après, il est devenu écolo à fond, mais c'était, on fait confiance aux ingénieurs. Ce sont des gens qui savent associer humain et non humain. Ils vont le faire, hein. Apparemment les Anglais sont partis à fond. Bon, voilà. Et vous voyez que la régulation nous explique depuis fort longtemps que toutes ces centrales sont à risque. Et que la montée des eaux, c'est pas... Voilà, changement climatique à nouveau, vous voyez. Donc à chaque fois, on retombe maintenant sur ce truc qui vient changer le cadre de calcul. Alors, sur le Brésil, je passe, mais c'est avec... C'est dommage parce que c'est vraiment un des terrains qui nous a fait le plus bouger. Alors ça, c'est pas avec l'ANSES, puisqu'on était parti depuis longtemps. On a réussi à utiliser des reliquats du CNES, parce qu'on avait un contrat avec le Centre national d'études spatiales, en justifiant les enquêtes au Brésil, en disant les satellites sont très utilisés par les acteurs là-bas. Ça a marché. Enfin, ils n'ont pas demandé de justifier plus que ça l'émission. Donc on est allé 5 fois au Brésil avec Josquin, et on a fait un gros terrain sur 2 catastrophes qui disent beaucoup de choses sur le Brésil contemporain, sur le rapport là aussi technologie, société, etc. Donc Mariana, qui est une coulée de boue, qui a pollué pour des dizaines d'années le Rio Doce, qui est un grand fleuve du Minas Gerais et de Espírito Santo, qui est un état important du Brésil. Et puis Brumadinho, quelques années après, qui lâche aussi et qui noie carrément 300 travailleurs. Etc. Et depuis, les barrages sont quand même devenus une sorte de préoccupation au Brésil. Donc on se dit, ben, ils ont tiré des leçons. En fait, pas du tout, c'est reparti comment? Alors Bolsonaro est arrivé entre-temps. Hein. Enfin, mais vous voyez qu'il y a d'ailleurs un très bel article qui dit Mining Dam Failure, Business as Usual. C'est-à-dire qu'au fond, on va mettre des panneaux, on dira attention, si vous entendez la sirène, courez dans ce sens. Voilà. Bon, bref, je passe là-dessus, mais les terrains, c'est vraiment les tortues, la santé des tortues. Hein. Bon, bref, parce que santé animale, on en parle très peu finalement. Je sais que je dois courir parce que donc la pandémie, je ne vous la fais pas, mais quand même. On avait travaillé, alors là c'était à l'époque, je travaillais avec Torny, bon, donc on va pas s'apesantir là-dessus, mais quand même, l'OMS en 2005, sur la base des premières alertes du SARS, notamment, qui avait été un peu foireuse, il faut le dire, et puis de la grippe aviaire qui montait, etc., avait envoyé 10 commandements. Si vous les lisez en 2020, au mois de mars, vous êtes mort de rire, enfin de peur. Enfin, le rire étant une défense, parce qu'il y a tout. Les pays ne seront pas préparés, il y aura plein de morts, etc. Les systèmes économiques seront foutus en l'air, etc. Bref, ils annonçaient la pandémie, ce qui fait que les complotistes se servent de ça pour dire, voyez, ils savaient. On est toujours dans des positions inconfortables en sciences sociales. Hein. Bref, je ne le fais pas, mais quand même, la régulation des risques depuis maintenant 30, 40 ans. On a la prévention, même sans faire du François Hollande, François Ewald, pardon. Franchement, la prévention, on sait quoi. Quand on sait et on tire les conséquences. Regardez les problèmes infantiles dans les hôpitaux, là où enfin, non. On a l'impression qu'on désapprend, en fait. Précaution. La discussion sur le principe de précaution a disparu au bout d'un moment. Ça suffit maintenant. Les précautionneux, etc. On ne sait pas faire en situation d'incertitude. Au lieu d'ouvrir, on ferme. Au lieu d'organiser la recherche, on va chercher désespérément qui c'est quoi, qui, où, etc. Donc on peut tomber sur le professeur Raoult. Pardon, excusez-moi. Bref, et préparation. Ça fait combien? Ça fait 10, 15 ans qu'il y a des travaux, même avant. Soraya pourrait montrer que même des années 50, il y a preparedness. Guerre froide, preparedness, forcément. Et donc,
Si vous avez le triangle prévention, précaution, préparation, vous devez quand même faire face à un maximum de départs de feu, pour ne pas parler des méga-feux. Non, mais là, c'est vraiment... voilà, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Donc, c'est pas ça qui m'a fait arrêter avec l'ANSES, il fallait arrêter un jour ou l'autre. Mais disons qu'au bout d'un moment, on a l'impression que ça ne structurait pas, quoi. Chacun était dans son couloir, il y avait des réglementations, attention, il y a des compétences. C'est publié dans une revue littérature américaine ou anglaise, le comité de lecture. Non, bon, ben ça, c'est bullshit. Voilà. Le mec, il avait un working paper, et ben voilà, il faut attendre qu'il soit publié. On sait ce que ça produit. Bref, je vous le passe, bon, parce que c'est passionnant, la pandémie, c'est pas fini, comme vous le savez. D'ailleurs, je vois qu'il y a ici il y a un masque. Mais merci pour nous rappeler que, voilà. Non, mais on ne peut pas exclure, donc il faut à chaque fois maintenir la vigilance et pas passer du tout à rien, comme ça, c'est-à-dire confinement total de la population, on ne pouvait pas sortir aller à la boulangerie. Moi, je me rappelle avoir négocié avec un flic quand même, dire, mais oui, bon, j'ai pas mis l'heure exacte, mais... Et lui, il promène son chien, bah oui, il a le droit. Donc, et puis là, tout à coup, 8e vague. Ah, vous vaccinez, vous faites ou pas? Je ne sais plus. Je sais plus, je l'ai eu 3 fois le Covid, 3 vaccins et 3 Covid. Pas mal. Moi, je suis encore vivant. Bon, allez, je sais que je vais me faire engueuler. Donc, Covid long, voilà. C'est un observateur santé, vous allez avoir ça va durer. Et la Sécu s'y intéresse, des acteurs s'y intéressent, ça devient sérieux. Il paraît que ça atteint le cerveau, d'ailleurs, vous avez vu. Bon. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Je voulais juste finir sur... Je ne vais pas vous faire encore de pragmatisme, parce que là, je suis parti pour 1 heure. Mais c'est là où on voit quand même qu'une philosophie qui avait été menée sur un long combat, notamment par John Dewey, qui aujourd'hui fait un peu son revival, voilà, est pertinente parce qu'elle permet de passer à travers justement des écueils que des pensées un peu plus systématiques peut-être, je pense à Durkheim ou aux marxistes, empêcher de penser en fait des processus émergents. Donc on a vraiment quelque chose qui nous aide à penser à la complexité. Je finis juste sur ce schéma, sur deux choses. Bon, il y avait plein de trucs intéressants, discussion avec l'agence européenne sur qu'est-ce que c'est qu'un risque systémique. Justement, c'est un peu tout ce que j'ai montré. Donc là, aujourd'hui, vos dossiers, ils seront tout le temps reliés à d'autres. On ne va pas s'en sortir autrement. Donc il y aura de la criticité, c'est un concept que j'ai piqué aux physiciens pour le projeter sur mes cas. C'est-à-dire des réactions en chaîne, pour le dire vite, avec des seuils de plus en plus bas, à partir de presque rien. Et je voulais juste finir sur ce schéma dont on était assez content, qui, contrairement à la balistique, a beaucoup moins circulé. Alors c'est vrai qu'il est peut-être plus compliqué à comprendre. Mais voilà, ce qu'on a tiré de toutes ces analyses, c'est qu'il faut raisonner au moins sur 6 sphères, ou 6 lignes, on peut le voir aussi de manière... J'ai fait un article où j'utilise plutôt la métaphore musicale de la partition qui s'écrit en chemin faisant. Le problème de l'ANSES et des agences, c'est qu'ils sont dans le labyrinthe kafkaïen, là. Vous entrez, vous dites, ah oui, mais ça, ça relève du comité. Ah, mais là, il faut faire une demande d'expertise et on va lancer un appel à machin. Il faut regarder les conflits d'intérêts. Vous avez les déclarations? Ah, il n'y a pas les déclarations. Bon, on va quand même demander à la direction ce qu'elle pense de truc machin, parce qu'il y a la nouvelle directive, truc bidule, etc. Et on tourne là-dedans, et ça peut... encore une fois, c'est des vraies compétences. Hein. Mais si on reste là-dedans, on ne comprend rien de ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est les relations entre les milieux, par exemple la centrale du Blayais, bon, je dis ça au hasard, on y a beaucoup été, et les vignerons. Ça, je vous l'annonce, le jour où cette centrale fait un gag du type Tricastin ou je sais pas quoi, je veux dire, en face, ils sortent les fusils. Ils n'en peuvent plus de ce machin. Alors que pendant 30 ans, ils l'avaient oublié. Hein, ils ne le voyaient pas, la centrale, elle n'existait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brouillard sur l'estuaire. C'est un peu vaporeux. Mais là, franchement, du plutonium dans le Haut-Médoc, ça ne le fait pas. Et Greenpeace va yoga en plus. Bref. Donc ce schéma, il sert à comprendre tout ce qui est extérieur aux agences et qui les travaille d'une certaine manière et comment elles internalisent les choses. Bon voilà, je l'ai fait vite. Ça c'est génial, mais j'ai pas le temps. Et je voudrais juste finir sur un dernier truc. On ne peut pas faire ça sans penser les rapports de pouvoir. On a aujourd'hui une littérature considérable sur ces questions-là. Je finis là-dessus. C'est pas dans les agences que ça se passe, c'est là. C'est les 7e rencontres annuelles des lanceurs d'alerte qui ont lieu à la MSH Paris Nord dans 15 jours, organisées par Daniel Ibanez et toute une bande de rigolos, dont moi, et où il y a tout le monde qui vient, et c'est génial. Là, on est vraiment dans la réalisation concrète de sciences citoyennes, d'une certaine manière, sur des questions d'alerte de toutes sortes. Et il y a plein de débats, et la première session s'appelle « Un observatoire de l'alerte ». C'est une obsession de Daniel Ibanez, qui est un des créateurs de ces rencontres. C'est-à-dire, on traite beaucoup le lanceur d'alerte, et je suis complètement d'accord avec lui,
Et il faut, qu'est-ce que deviennent les alertes? Eh ben, je lui explique qu'elles rentrent dans le fameux labyrinthe kafkaïen et en général, elles en sortent un peu méconnaissables. Voilà, je l'ai fait vraiment au pas de charge. Je vous remercie de votre patience. Merci. Merci Francis. Donc ce que je propose, parce qu'on est contraint par le temps, c'est qu'on prenne peut-être 3 ou 4 questions. Ensuite, on pourra réouvrir un second round de questions. Et les personnes en ligne, n'hésitez pas à mettre vos questions par écrit dans le chat. Beaucoup de sujets ont été abordés de manière extrêmement riche. Et vraiment, le fait que souligner la... Je pense qu'il va y avoir des questions. Moi, j'en ai plein. Mais... C'est la première qui coûte, moi, je vais commencer un peu par la fin. C'est vrai que quand on voit, et pour les gens qui ont suivi ces questions depuis une vingtaine d'années au moins, on voit que à la fois la question de santé et environnement apparaissent comme nouvelle, mais en réalité, il y a vraiment un passé, pour ne pas dire un passif. Et si on le situe en plus dans l'échelle européenne et internationale, notamment américaine, on est quasiment à 40, 50 ans maintenant d'expérience. Et je voulais que tu reviennes sur justement la fin, comme tu n'as pas eu le temps, c'est-à-dire ces différents milieux concernés par ces problèmes-là, sachant en plus qu'on vit dans un environnement en quelque sorte toxique auquel se superpose maintenant le problème du changement climatique. Donc, qu'est-ce que voudrait dire justement associer ces acteurs-là? Quelle place tu vois aux agences aujourd'hui apparaître dans leur labyrinthe? Bien, non, mais c'est une question de sociologie de terrain qui est centrale. Hein. Moi, en gros, vers 2012, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à suivre les controverses à l'échelle nationale et internationale sans aller voir concrètement les sites, les lieux, les milieux. Et en allant voir les milieux, en fait, on découvrait un tas d'acteurs qui travaillaient à ces questions-là, qui sont très peu visibles dans les autres espaces. Donc il y a vraiment un problème de médiation. Alors il faudrait au fond l'équivalent pour les questions de santé, d'environnement et de travail, des débats publics de la CNDP. Bon, je ne dis pas que c'est parfait, hein, et notamment quand il s'agit de faire des EPR à Panly, bon, on voit bien que ce n'est pas forcément le meilleur cas. Mais n'empêche, ça fait médiation entre les riverains, les associations locales, les élus, sur des questions d'infrastructure, et que quand on regarde après coup, et d'ailleurs la CNDP est quand même une autorité qui est aussi menacée, une autorité indépendante, je ne sais pas si c'est une autorité ou une... Enfin peu importe, en tout cas elle a une indépendance forte pour organiser la médiation entre des projets d'infrastructure qui sont souvent liés aussi à des projets européens ou des choses comme ça, évidemment à des grosses industries, et des acteurs locaux. Mais les questions de santé et environnement apparaissent toujours dans les coins de ces débats, mais ce n'est pas central. Il faudrait au fond le truc, parce que sinon il n'y a pas cette médiation-là. Et soit ça va passer par des administrations locales, direction de ceci, de Réal, machin, etc. Et là on a la voie hiérarchique qui est absolument, c'est très hiérarchisé. Je me rappellerai toujours de cette dame à Bordeaux. Nous, on est curieux, on est sociologues, on est emmerdeurs, on va avoir toujours les trucs dans le coin. Il y a la fameuse, le bec d'Ambès, je ne sais pas si vous voyez, dans la Garonne, qui donne sur l'estuaire. Et vous avez 3 sites Céveso, là. Céveso 2. Et un peu plus loin, la centrale nucléaire, et puis Bordeaux à côté, surtout. Et on va l'interviewer, il dit, il n'y a aucun problème. Alors, il dit, bon, on a vu quand même qu'il y avait eu un problème de fuite. Oui, il y a un problème de fuite, mais c'est parfaitement sous contrôle, etc. Enfin, voilà, c'était l'Andréal, c'est elle qui est chargée d'inspecter, hein. Et au moment là, je lui dis, et si un gars arrive avec bourré d'explosifs? Il me dit, oh, non, vraiment, les sociologues. 15 jours après, il y a un gars qui coupe la tête de son patron et qui la met sur les pics d'une usine. Je ne sais plus où c'était horrible. Ça veut dire qu'au fond, d'emblée, son domaine de compétence a exclu les possibles. Donc déjà, amener les acteurs administratifs à travailler précisément sur ces ouvertures. Nous, on a produit une espèce de carte comme ça, générale, très conceptuelle, mais on doit pouvoir le faire de manière plus fine. Et deuxièmement, organiser l'équivalent de la CNDP pour les questions de santé, environnement, travail. Parce que sinon, il n'y aura pas cette médiation-là. Il y aura toujours une absorption d'une partie de la critique par les agences et par les administrations, et puis des acteurs de terrain qui vont nourrir alors toutes sortes de choses, y compris du ressentiment. Parce que si vous voulez, on peut parler du rural et on peut parler du vote Rassemblement national dans la ruralité.
Ça, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment avec des associations d'ailleurs, qui essayent de comprendre. Malgré un travail décennal pour essayer de changer le monde à leur échelle, ils se rendent compte que dans le village machin, c'est 70% d'extrême droite. Il se passe quelque chose. Il n'y a plus de service public, la première réponse que donnent les gens. Donc il y a du ressentiment, il y a de l'exclusion, etc., etc. Donc recréer des médiations et effectivement apprendre aussi à lire les séries. Ça, c'est dans le travail d'éducation à toutes les échelles, dès le début. Par exemple, qui prend connaissance de la jurisprudence tous les jours sur des sujets comme ça? Moi, je sais qu'avec Marie-Angèle Hermite, on a essayé de le faire, mais ça part dans tous les sens, ça arrachait les cheveux. Et puis Marie-Angèle, elle est comme moi, elle a un fusil de terrain dans les coins, comme dirait l'autre. Et donc, elle voit un truc qui est bizarre, elle va voir le truc bizarre, puis elle oublie le truc un peu plus classique. Et du coup, on est constamment déporté parce qu'il n'y a pas les forces. Et donc, il faut créer vraiment ces médiations qui permettent de relier des processus de terrain, des amorces, en les prenant au sérieux. Il y a vraiment des choses... regardez la chasse, par exemple. Je prends juste un dernier... La chasse est en train de devenir un problème public. Vraiment. Ça l'a été déjà par le passé, mais là, ça monte. Et ça monte vraiment. Parce que les acteurs commencent à partager l'information, que le moindre événement commence à être pointé. Alors, les réseaux sociaux contribuent. Et en face, ça devient une espèce de bande de réacs qui réagissent comme des chasseurs, comme dans les inconnus. Là. C'est à peu près le niveau. Protégé par un président de la République qui n'est pas franchement d'une haute légitimité, on va dire, en démocratie. Résultat, ça commence à monter comme un des leviers d'une critique, d'une forme de gouvernance. Et là, ça concerne localement. Quand vous avez des traces de balles sur votre porte, ça devient concret. Donc là, on est vraiment sur des processus comme ça, rendre visibles les médiations et les porter. Et c'est un des rôles des sciences sociales. Mais tu as raison sur le passé, l'histoire de clusters, c'est les années 60-70. On a un long truc, un désapprentissage. Pour moi, c'est vraiment un désapprentissage qui est problématique. Alors, on est en partie responsable, sûrement. Il y a plusieurs... Laura? Oui. Maxime? Oui. Bonjour, merci. Toujours une question sur les agences. Les agences ont une interaction permanente avec leur tutelle, donc les ministères de tutelle. Comment décrirez-vous justement la marge de manœuvre des agences? Ce sont les tutelles qui formulent les saisines. Bien sûr, il y a toujours une interaction, une négociation, mais à quel point les agences ont-elles une marge de manœuvre et comment caractériserez-vous le rôle des tutelles, justement? Je propose qu'on prenne... j'ai vu d'autres mains, oui. C'était une très bonne question, celle-là. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Château-Renaud. J'ai une question. Vous avez parlé en rigolant, en essayant de faire plus léger le thème de Shakespeare et d'une tragédie. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de comédie, comico-tragédie dans laquelle on se trouve finalement? Parce que on parle de bonne foi et justement comme quoi c'est une notion ambiguë. Mais on sait ce que c'est quand on ne l'applique pas. Et surtout quand il s'agit, par exemple, dans le cas de oil spills, de déversements, c'est souvent une chaîne d'action où il manque de bonne foi, de bonnes pratiques pendant un certain temps qui amène à un désastre, à une catastrophe. Surtout, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Erika, on peut prendre l'exemple de la Moko Cadiz. Donc, est-ce que pour éviter ce type de accident non-accident, une législation qui est plus applicable, qui est renforcée, parce qu'il me semble que dans les hiérarchies, enfin, soit de corporation, soit de gouvernance, il y a un manquement quelque part qui amène à ces situations. Et le public se retrouve otage, en fait, de manœuvres, de non-manœuvres de certains acteurs. Merci. Vous pouvez donner le micro juste... Ah bah, il en a un. C'est bon, très bien. C'est ce qu'il faut, merci.
Merci beaucoup pour toute la présentation. Moi, je me posais une question sur l'issue politique en fait de tout ça. Est-ce qu'une fois qu'on a fait l'état des lieux, que voilà, les dispositifs de démocratie participative, ça marche moyennement, qu'en fait, il y a les procédures produisent des problèmes aussi, est-ce que ça met dans une situation où on a un regard un peu plus détaillé sur les solutions politiques? Il faudrait apporter plus de procédures, plus de finesse, plus d'acteurs, je ne sais pas. Ou est-ce que ça déplace le regard et qu'on se dit qu'en fait, toutes ces agences produisent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent? Et voilà, quelle serait la voie de sortie politique de tout ça? Est-ce que, du coup, en ayant focalisé son regard pendant aussi longtemps sur ces problématiques-là et sur la manière dont les pouvoirs publics les prenaient en charge, est-ce que ça a informé le regard? Est-ce que ça l'a cloisonné? Alors peut-être que c'est une question un petit peu provocatrice, mais est-ce que ça cloisonne le regard sur ces solutions-là et sur ces procédures et ça donne envie de les améliorer plutôt que de chercher d'autres voies, quoi? Je propose, sauf s'il y a des questions urgentes, mais alors, sinon, vas-y Maël. Non. C'est de voir qu'est-ce que... Sinon, je vais parler très fort. Merci. C'est que finalement, ce qui s'est passé quand même dans les 10 dernières années, c'est une forme d'institutionnalisation des questions d'alerte. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand on institutionnalise des processus qui au départ sont subvertifs, qui viennent vraiment des mouvements sociaux, etc. Et que finalement, les agences dont vous parliez tout à l'heure, du nucléaire notamment, reconnaissent le droit d'alerte, des fois même organisent des cellules d'alerte, etc. Théoriquement, le droit de lanceur d'alerte est maintenant protégé. Est-ce que finalement c'est la fin du combat, ou alors est-ce que c'est une manière pour ces institutions de gérer la critique et d'internaliser finalement des subversions qui devenaient gênantes? Voilà, bon, j'ai 1 heure, c'est ça? Non mais merci, c'est des très bonnes questions. De toute façon, je n'ai pas réponse à tout. Sur la question des tutelles, évidemment, c'est un des enjeux majeurs. Ça relève du rayon emprise que je n'ai pas développé. Je pense qu'il faut avoir des fonctionnaires qui sont capables de lever les relations d'emprise. C'est-à-dire qui ne se justifient pas toujours. Alors ça, je sais que ça avait mis en colère mon ancien maître Luc Boltanski, qui a fait un truc bizarre qui s'appelle de la justification. Mais quand vous avez de bonnes raisons de vous rebeller ou de passer à l'action, vous le faites, ou vous utilisez un canal parallèle, comme on le fait dans n'importe quel mouvement de résistance. Et donc vous donnez le change d'un côté, parce que résister, c'est pas faire une vitrine en disant je suis journaliste à Mediapart, je résiste. Résister, c'est donner le change et puis faire quelque chose à côté. C'est du James Scott, mais actif, pas simplement récréatif. Et donc, je pense qu'il faut réapprendre à résister dans les administrations, mais évidemment, ça va dépendre complètement de la crédibilité aussi des signaux, des dossiers, des problèmes qu'on a à traiter. Nous, on l'a vu sur l'amiante. On avait travaillé avec la Direction générale de la santé en 1998, ou avec encore Didier Torny, décidément je le cite beaucoup aujourd'hui, on avait forcé la serrure d'une armoire. Parce qu'à force de faire l'enquête dans les couloirs, on avait découvert que la DGS avait l'histoire de l'amiante enfermée dans une armoire. Et personne n'avait la clé, évidemment. C'était en 1998. Le dossier était largement ressorti. Voilà. Et en fait, la serrure lâchée, et on avait le dossier de la main qui nous est tombé dessus. Il recevait des courriers, il répondait d'ailleurs de manière lettre type, etc. Des dossiers de CHSCT, des parents d'élèves dans les écoles. Évidemment, les réponses que le comité permanent amiante a envoyées parfois quand ça commençait à chauffer un petit peu. Et on s'est dit, mais voilà, les fameuses 20 ans de silence, ils étaient dans une armoire en fait. Et s'il y avait un fonctionnaire qui avait un petit peu fait du leak, comme on dit aujourd'hui, peut-être qu'on aurait gagné du temps. Alors ça serait peut-être simplement 500 mésothélium moins, j'en sais rien. On ne veut pas, voilà. Mais donc il y a vraiment ce problème, effectivement, de l'emprise, de la conception très bonapartiste de l'État français, quand même, qui fait que quand la tutelle dit un truc, on ne rigole plus, y compris à l'EHESS, je vous rassure tout de suite. Quand je dis ça, le président sortant ne revient pas, tant mieux. Aime pas, mais il faut arrêter, quoi. C'est quoi cette perte d'autonomie de beaucoup d'acteurs qui en réalité ont beaucoup plus de prise que ce qu'on pense si on s'en tient justement aux dimensions formelles des choses. Donc il faut être capable de créer de la négociation, c'est-à-dire effectivement de dire ah bon, vous voulez pas l'entendre parler, c'est pas compliqué, j'ai un copain qui est là, je lui passe le dossier.
Enfin, vous ne le dites pas forcément, vous le faites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi se créer un milieu associé, voilà. C'est-à-dire de ne pas rester enfermé. Vous avez le droit, le dimanche après-midi, d'aller boire des cafés avec André Cicolella, hein, c'est pas interdit, hein. Ou avec Emmanuel Henry, ou voilà. Enfin, je veux dire, ce côté, justement, enfermer les gens dans des procédures dont ils ne sortiraient pas, je pense que là, il y a vraiment un enjeu massif. Et ça explique beaucoup de pertes de temps et de distorsions, etc. Donc, Soraya me regarde méchamment. Shakespeare, alors là, Shakespeare, moi, Prospero, c'est Shakespeare, hein. Prospero, Marlowe, c'était le concurrent de Shakespeare. Mais voilà. Non, comédie, oui, bien sûr. Mais parce qu'on peut toujours le voir comme une espèce de jeu d'acteurs qui se balancent des trucs et qui finissent par créer ce que les chaînes en continu ou les réseaux sociaux adorent, c'est-à-dire du buzz. Et il y a beaucoup de jeux avec ces questions dramatiques, hein, etc. On l'a vu notamment sur les OGM avec l'affaire Serralini, par exemple. Je ne sais pas si vous avez en tête ce moment où j'avais été moi-même mobilisé par l'EDO pour aller sauver les OGM, enfin pas sauver les OGM, sauver la science dans la controverse sur les OGM. Et Villani arrive, il avait invité Villani qui venait d'avoir la médaille Fields. Donc pour l'EDO, c'était vraiment Dieu qui arrive. Villani s'installe et avec sa petite voix, il dit « Alors je vous préviens, moi je suis totalement anti-OGM. » Le déo est complètement sidéré. Mais c'est pas de ça dont je veux parler, c'est que la controverse est quand même mal partie. Voilà. Le déo a respiré un coup. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il faut trouver des arènes, mais il faut les inventer aussi. Là, on peut dire les jeunes qui vont balancer de la purée ou de la soupe sur des toiles, franchement, c'est quoi ce truc? Effectivement, là, c'est ridicule parce qu'ils cassent tout le travail. J'en ai parlé avec Masson Delmotte il n'y a pas si longtemps. Elle a du mal à comprendre. Parce que quand même la cause climatique, c'est de la science, c'est aujourd'hui des enjeux considérables, etc. Si les acteurs ont besoin de déplacer les arènes, c'est que les arènes ne rendent pas service. Ça répond aussi à la dernière question. Hein. C'est-à-dire que, donc du coup, il y a vraiment ce truc-là. Après, sur la question, votre question, elle était à tiroir, donc il y a plein de choses. Un des points, là, il y a un très beau livre qui vient de sortir de collègues avec qui j'ai beaucoup discuté, qui travaillent aussi un peu en référence à ce que je fais, qui est un bouquin de Jérôme Denis et David Ponty, qui s'appelle Le soin des choses. Et leur axe de travail, et ça on le dit depuis très longtemps, c'est la maintenance. Qui maintient les choses? Et est-ce qu'on a une attention suffisante aux actes de maintenance qui sont à 95% des sources de catastrophes, évidemment? La maintenance, c'est ce qu'il faut rogner, on le sait, c'est ce qui n'est pas rentable, c'est ce qui coûte, c'est des métiers qu'on va essayer de déléguer en sous-traitance le plus possible, et on se retrouve effectivement dans des situations de perte de prise. EDF, pour le dire calmement, là j'ai une très belle thèse qui arrive, que tu connais, de Martin Denoun, qui montre comment à l'intérieur du système nucléaire lui-même, les acteurs perdent prise sur leurs propres objets. Et bon, il suffit de prendre le PR d'Olkilouoto pour ne pas prendre celui de Flamanville. Même d'ailleurs en Chine, où c'était supposé marcher, finalement, il y avait des problèmes. Donc on voit bien que l'attention aux choses, être présent dans les chaînes, là aussi, c'est un peu la même réponse finalement que pour la relation aux tutelles. Déjà, comprendre, est-ce que c'est politique ce qu'il me raconte ou est-ce que c'est vraiment fondé sur, bon voilà, effectivement, il y a une directive, il y a un règlement, et je vais être obligé de faire avec, ou est-ce qu'il y a un coup qui se joue? Donc, ouvrir l'attention. Dans quel monde on est? Je sais, mais il y a encore des questions qui sont loin, celle-là. Bon, mais je fais un meeting politique et vous venez, parce que... Non, mais c'est évident. Moi, je me suis gauchisé. Si la NUPES, c'est l'extrême gauche, alors moi, je ne sais plus où je suis. Hein. Besancenot, c'est un petit ange à côté. Non, mais on voit bien que, à force de voir parce qu'il y a des morts, il y a des malades chroniques, il y a des écosystèmes. Moi, je suis un grand chercheur de champignons. Je peux vous dire que la forêt du Périgord, elle est massacrée. Enfin, je veux dire, et pas que par le changement climatique, par aussi l'agroforesterie, par un tas de trucs, par le maillage aussi financier qui fait que des gens achètent des parcelles, savent même pas. Un jour, j'étais dans la forêt, je finis sur cette anecdote, et il y a un type qui arrive en voiture qui me dit: vous êtes l'arpenteur? Je dis oui, pour déconner comme ça. Il avait un léger accent belge, il faut dire. Bon. Et il me dit: je viens voir ce que j'ai acheté. Je dis: pardon? J'ai acheté sur Internet une parcelle et je voudrais la voir. Parce que, bon là, on nous fait cocher des trucs, des sens, d'arbres, machin, je ne sais pas ce qu'il y a. Et là, il me propose une coupe, à blanc en plus. Je veux voir. Je dis: bah, vous êtes bien, vous, parce qu'il y a peu de gens qui viennent voir. Hein. Et, ça achète de partout au niveau international, des parcelles de forêt comme ça, et puis ça revend, etc. Surtout qu'en ce moment, le bois, c'est intéressant, en fait. Et du coup, en fait, l'arpenteur était un peu plus loin, parce que je connais le gars.
il vient mesurer en fait les bons, parce qu'il y a des parcelles de partout. C'est complètement mité en fait. Et ça ressemble à un truc sur Internet où vous cliquez, vous avez un bout de forêt, vous achetez 2 hectares. Alors c'est boursicoté quoi. Laisser faire des processus comme ça, c'est la fin de l'État. Donc là, on est sur du politique. Il faut renverser la table. Sinon, ça va être une catastrophe. On l'a vu en Gironde cet été. Moi, j'ai un neveu qui a dû déménager 2 fois de sa maison quand même, hein, c'est pas rien. Si vous voulez, le politique, maintenant, ça vient dans la vie des gens de manière extrêmement simple. Alors, pourquoi ça part dans beaucoup de pays? Je vous rappelle que alors ça, vous me confirmez, je finis là-dessus. La Suède a vraiment supprimé son ministère de l'Environnement. C'est ce que j'ai vu passer comme info à plusieurs reprises. J'avoue que je n'ai pas mené l'enquête. Apparemment, ils auraient supprimé le ministère de l'Environnement en Suède, puisque la coalition qui est au pouvoir est clairement d'extrême droite. Hier, notre président était en Italie, il avait l'air content. Là, il se passe des choses. Donc, effectivement, les sciences sociales ne vont pas pouvoir rester longtemps dans une espèce de cocon tranquille à discuter de procéduralisation. On a tous lu Max Weber il y a longtemps. Il faut sortir et travailler avec les acteurs. Donc, venez aux rencontres des lanceurs d'alerte, parce que là, c'est du politique. C'est très bien de finir sur ça. Merci Francis d'avoir soulevé, je pense, toute une série de questions sur lesquelles nous allons revenir dans les prochaines sessions et de l'avoir fait avec ce regard critique. Et je pense qu'on va revenir y compris sur cette question des formes peut-être de radicalisation de la critique qu'on peut observer. Donc une pause. Alors j'ai bien vu la question sur le chat, mais c'est une question qu'on garde. Non, c'est une question qu'on peut garder pour la session suivante. Merci. Donc le 11h05, on se retrouve dans la salle. La pause café se fait, pour ceux qui n'étaient pas là hier, au rez-de-chaussée. Vous suivez le mouvement. Voilà.